Yaorana, bonsoir à tous, c'est l'heure du débrief, 52 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. En Polynésie, les chiffres sont alarmants, 70% des adultes sont en surpoids, 40% sont en situation d'obésité et un adolescent sur 3 est déjà concerné. Malgré des campagnes de prévention, des plans de santé publique, la tendance ne s'inverse pas. Le dernier rapport de la Cour territoriale des comptes, publié en avril 2024, parle même d'un échec collectif, pointant une absence de stratégie spécifique pour la jeunesse, un manque de coordination et une prévention incomplète. Alors, comment faire face à cette urgence sanitaire, culturelle et sociale ? Quelles sont les solutions concrètes pour permettre à tous de vivre mieux ? Ce soir, je vous propose de débriefer de l'obésité, un fléau qui ne recule pas, avec Adolphe Tétourou. Tu as 31 ans, tu pesais 200 kilos. Exactement. Et aujourd'hui, tu en pèses 116. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. De l'autre côté de la table, Otei Bono. Toi également, tu as lutté contre l'obésité. Tu as perdu 35 kilos et on reviendra également sur ton parcours. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Lemercier, président de la Cour territoriale des comptes de la Polynésie française. Je l'ai dit en introduction, vous avez sorti l'année dernière donc un rapport destiné principalement sur l'obésité des jeunes et on va en reparler ce soir. Yaorana, bonsoir, Yaorana. Merci de votre invitation. Merci d'être ici. Et enfin, Toté Jean-Louis Boissin, endocrinologue. Toté très connu justement sur sa lutte contre l'obésité en Polynésie. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Je vous remercie donc tous les quatre. C'est un sujet que tout le monde connaît. On le sait qu'en Polynésie, l'obésité est un véritable fléau depuis des années. Toté, il y a 35 ans, tu écrivais déjà un article dans Tahiti Pacific en février 97 qui pointait déjà cette problématique. Mais avant de parler des causes, des solutions, moi je voulais déjà m'adresser à Adolphe et Otei. Comment tu es arrivé à peser 200 kilos ? Voilà, comment ça s'est passé en fait cette escalade ? Alors, j'ai atteint les 200 kilos déjà par le malbouffe, Ouais. malheureusement, vu que les aliments ici à Tahiti sont ultra transformés déjà. Mais quand tu étais petit, tu étais déjà en surpoids ou Non, c'est venu après. C'est venu après parce que entre temps j'ai eu le RAA. Mhm. Le RAA où j'étais sous extensiline. D'accord, c'est Et quoi c'est un médicament pour traiter le RAA. Mhm. Et ce médicament, il a un effet négatif, c'est qu'il te fait prendre du poids. D'accord. Voilà. Tu as commencé à prendre du poids et après tu as Dès que j'ai commencé continué à manger et à Ouais. te dire bah, j'ai pris du poids, bah, c'est pas grave, je continue. C'était ça ? Bah pour moi c'était j'avais des yeux, c'était normal quoi, Rien de grave. rien de grave. Ouais. Exactement. Et quand tu as atteint ce poids des 200 kilos, Bah quand j'ai atteint ces 200 kilos là, c'était en 2016. Ouais. J'ai eu la goutte en plus. en plus. Donc J'imagine que tu avais du diabète, que non, j'avais pas de diabète. T'avais pas d'autres pathologies ? non, pas d'autres pathologies, j'ai eu la goutte. D'accord. Donc quand j'ai eu la goutte le soir, j'étais allongé sur le lit en train de réfléchir mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Bah là, j'ai perdu du poids. J'ai commencé à perdre du poids jusqu'en 2016, 2017, 2018. J'ai perdu 50 kilos. On va revenir sur ta perte de poids parce qu'elle est quand même assez impressionnante. C'était quoi ton quotidien, du coup, quand on pèse 200 kilos ? Je dirais c'était un quotidien un peu comme monsieur et madame tout le monde. Ouais. Donc je vis la vie au jour le jour, quoi. Pas de difficultés particulières Les à cette seules époque ? difficultés que j'ai rencontrées, ben, c'est les articulations, malheureusement. Voilà. Et aussi des problèmes de santé. Hein. Oui, c'est Pas se cacher, forcément hein, entendre, ensemble. On y reviendra aussi avec Toté notamment. Otei, toi de ton côté, tu as atteint 110 kilos. Oui. C'est ça ? Oui. Alors que, pareil, quel a été ce parcours vers une prise de poids importante ? On profite de la vie, on mange bien, on boit bien, on fait pas forcément attention. On profite vraiment à fond, quoi. Jeunesse et tout, je profite. Rapproche-toi un tout petit peu de ton micro. Je profite de manger avec, sans vraiment regarder. Et puis un jour, tu te vois dans le miroir. T'apprécies pas trop ce que tu vois en face de toi, quoi. Et tu dis quand est-ce que ça va s'arrêter.
Et pareil, quand t'étais plus jeune ou adolescent, t'étais un enfant normal sans surpoids particulier? Non, j'étais en surpoids jeune parce que, on pas se mentir, Tahitien, on aime manger, on aime bien manger. On mange jusqu'à satiété, donc j'ai pris du poids, j'ai reperdu et je faisais souvent le yo-yo. Et après, à la vie adulte, j'ai repris du poids et j'ai reperdu que récemment, il y a 2-3 ans, quoi, où j'ai eu le déclic, entre guillemets, de me prendre soin de moi. Et il était temps d'arrêter et de se reprendre en main, quoi. Ouais, et pareil, ton quotidien, c'était plus difficile? Moi, j'avais pas un quotidien très difficile parce que j'avais pas de problème de mobilité, j'avais pas forcément de problème de santé. J'avais une vie plutôt normale, quoi, comme monsieur tout le monde. Me réveillais, je travaillais, je rentrais, mais vraiment... Et aucune pathologie du coup associée à l'obésité? Aucune pathologie du tout, c'est juste que j'ai abusé pendant 1 an. J'ai abusé, je mangeais, je faisais pas attention, je buvais assez souvent, plus que de raison, mais tout ça a fait que je suis arrivé à ce point-là et j'avais envie de changer, j'avais besoin de changement. Et je suis arrivé à ce stade-là où je me suis dit, il faut que je change, et je me suis repris en main. Il y a la dynamique psychologique aussi dont on va parler forcément aussi ce soir. Jean-Luc, je vais me tourner vers toi. Je l'ai dit en introduction, le rapport que la CTC a sorti donc en avril 2024 parle d'un échec collectif. Quelles sont les principales raisons de cette progression finalement de l'obésité en Polynésie? Alors, 2 choses en préalable. D'abord, la société polynésienne est atteinte, mais comme de nombreuses sociétés. Et on n'est pas les seuls au monde. On n'est pas les seuls au monde. Le phénomène est aussi valable dans l'Hexagone, en France, etc. Donc, mais peut-être de façon moindre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était les 2 premiers témoignages avec lesquels nous pourrons échanger, mais d'Adolphe et de Otey sur leur combat. C'est pour ça que la Chambre a voulu travailler surtout sur l'obésité et la lutte contre l'obésité des jeunes. Ouais. Parce que je pense que c'est la mère de toutes les batailles. On commence d'abord par les jeunes. J'ai entendu déjà des éléments sur les habitudes alimentaires, sur la volonté, sur l'image qu'on projette. Voilà. Et donc, c'est pour moi, enfin selon moi, c'est la population sur laquelle on doit travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler sur les autres, bien sûr, mais les jeunes, ça représente quand même l'avenir, tout simplement. Et reprendre les bonnes habitudes finalement au plus jeune âge, quoi. Et puis, comme tu l'as dit, c'est vrai que au-delà des coûts de cette politique, et on en reparlera là aussi, il faut voir à terme ce que ça représente. Une partie des dépenses des un peu plus de 60 milliards en 2022 de dépenses liées à la CPS, il y a une bonne partie, 43 milliards, qui sont liés à la longue maladie, aux longues maladies. Et une partie de cette longue maladie, mais là je parle sous le contrôle de Toté, une partie est liée à ces longues maladies, à des problèmes cardiovasculaires, au diabète, etc., dont une partie résulte de problèmes liés à l'obésité. Ouais, j'avais comme chiffre 72% des dépenses de santé. C'est ce que ça représente en fait les maladies chroniques liées à l'obésité, voilà. Ce qui est alors énorme. Les maladies chroniques, et dans ces maladies chroniques, eh bien il y en a une partie qui sont dues à l'obésité. Donc il y a le coût humain qui a été très bien décrit par nos 2 intervenants, c'est-à-dire que c'est un combat, c'est une lutte, il y a l'image de soi, mais après derrière il y a aussi des coûts sociaux, des coûts économiques, hein, parce que tout à l'heure Otey le disait, lui il se sentait pas bloqué dans sa mobilité, mais à terme certains peuvent être bloqués dans leur mobilité, et donc ça pose des problèmes de recrutement dans les entreprises, de travail quotidien, etc. Donc voilà, l'obésité c'est un problème et même de vie de famille, hein, j'ai envie de te dire, juste profiter de sa famille, de ses enfants, ça devient aussi compliqué. C'est souvent ce qui est revenu dans les déclics des personnes qui sont en surpoids, de se dire j'ai envie d'être là aussi pour mes enfants sur le long terme, quoi. Voilà. Toté, qu'est-ce que tu vois dans tes consultations? D'abord, pour en revenir au sujet du jeune, dans les articles qu'on avait fait avec Tahiti Pacifique, ça devait commencer avec l'allaitement des mamans. Elles vont allaiter leur enfant, déjà il y a un acte d'éducation, et après, à partir de ce moment-là, il faut intervenir sur la maman pour dire, voilà, il y a un bébé qui a été au monde, mais il faut que tu le suives tout au long de la vie. Et effectivement, les enfants qui ont été allaités très longtemps, ils sont moins obèses que les enfants mis tout de suite au lait, donc maternisés soi-disant, mais c'est des laits plus ou moins chimiques. Oui. Donc, effectivement, je rejoins Jean-Luc.
c'est la prévention chez les jeunes qui permettra d'évoluer. Alors je vais juste, ne culpabilisons pas les mamans qui n'allaitent pas ou qui ne peuvent pas allaiter, ça c'est une chose, mais c'est vrai que dès l'allaitement en tout cas ça permet de faciliter, on va dire, une meilleure lutte contre l'obésité. Et puis surtout l'éducation. Éduquer, c'est-à-dire conduire ensemble, et la maman déjà, c'est elle qui va être le chef de famille. Il y a un peu un matriarcat ici, et à partir du moment où la maman partout. Oui, comme partout. Et donc, à partir du moment où on va être mis en valeur, parce que c'est vrai qu'un bébé arrive dans une maison, c'est déjà la fête, etc. Oui. Et donc, tout le monde est mis en valeur. Et là, c'est là qu'il faut profiter de dire, maintenant, à partir de ce moment-là, on va faire attention à l'alimentation de toute la famille, des jeunes et des moins jeunes. Et alors, dans tes consultations, tu vois de plus en plus de personnes qui font face à l'obésité. Ça fait très longtemps que tu travailles sur cette question-là. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours une prise de conscience, on a vu, mais malheureusement, quand ils viennent me voir, la prise de conscience, c'est au niveau justement des complications. Oui, c'est une fois qu'il est trop tard. C'est pour ça qu'avec l'équipe de l'association de diabétiques et obèses, on est sur les supermarchés à peu près une fois par mois, et surtout dans les écoles quand on va dans les îles, parce que c'est d'abord, dans les supermarchés, c'est toucher le public un peu âgé, et ils viennent demander des questions, et donc on essaie de voir, parce que souvent quand on fait nos dépistages mensuels, ils savent ni leur poids ni leur taille. Et déjà, donc, c'est déjà une notion qu'ils vont avoir, la taille. Et puis, il faut savoir que l'IMC, l'indice masse corporelle, n'est pas valable dans toutes les populations. Donc, c'est le périmètre abdominal qui compte. Donc, déjà, c'est une notion aussi inculquée à tout le monde. La taille du ventre, c'est ça que tu veux dire? Et qui est important parce que l'abdomen, derrière ça, il y a donc le foie, le pancréas, les reins, il y a toutes les glandes importantes. Et donc, ils vont faire réagir donc notre corps. Donc, déjà, il y a la prise de conscience au niveau des personnes qu'ils ont un problème de surpoids. Et donc le surpoids, c'est surtout avec justement le périmètre abdominal et bien sûr l'expression Opu roa, Opu fafarou. C'est-à-dire avoir un gros ventre et avoir un gros ventre qu'on a mangé. Et c'est justement c'est par l'humour qu'on peut arriver à sensibiliser les gens et non pas les culpabiliser. Est-ce que vous êtes posé ces questions-là, vous, quand vous étiez plus jeune, en vous voyant grossir comme ça, de se dire je grossis quoi, je le vois et c'était non pas du tout, c'est tout le monde je voyais tout le monde gros, du coup j'ai suivi le mouvement, c'est tout. C'est que ça devient une norme en Polynésie. Non, on va dire que nos priorités à cet âge-là, c'est pas être bodybuilder, on est là, on profite de la vie quoi, on a d'autres priorités quand on est jeune. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, ça a changé parce qu'il y a les réseaux, les médias. On regarde beaucoup qu'est-ce qui se fait de bien comme de pas bien, je le conçois. L'information circule peut-être plus. Ouais. On a plus d'accessibilité envers tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, par rapport à ce que l'on voit, les physiques des personnes. Donc, vos parents, par exemple, ils vous parlaient pas du fait que vous étiez en train de prendre trop de poids? Ben si, il y avait mes tontons. Mais tu vois, il y a toujours la grand-mère pas derrière qui dit tu veux pas manger ça et tout, t'es trop maigre. Dans ce qu'a dit Jean-Louis, il y a aussi les représentations sociales. Un beau bébé, c'est un bébé qui est un peu gras, on va dire. Bah oui. Ouais, sinon, avec des petits plis. Je me solidarise complètement, mais il n'en demeure pas moins que c'est cette représentation aussi qui joue. Mais il y a une limite quand même. Je veux dire, un bébé qui est bien portant, effectivement. On a cette image-là, mais un bébé qui, par exemple, ne pourrait pas bouger parce qu'il est trop gros. Là, on voit quand même que ça devient problématique. Mais par contre, justement, le bébé, il faut faire attention. À partir de 2 ans, déjà, on commence à lui mettre une épée de Damoclès. Et à 6 ans, on est en train d'engager son avenir. Donc, c'est pour ça que, non seulement c'est des jeunes adolescents, mais déjà, c'est vrai que je parlais bien de l'allaitement, dès le départ, de faire attention dans la famille. Oui. Parce qu'après, il y a 2 ans, et le rebond à 6 ans. Il y a une seule personne qui me disait que je grossissais. On a dit 2. Il y a la balance et il y a le docteur. Oui. Voilà. Les deux personnes. Et le docteur, il disait quoi? C'est trop gros, faut maigrir. Ouais, alors ça, c'est facile à dire, il faut donner des solutions. Non, il me disait, il faut perdre du poids, monsieur, vous êtes trop lourd et tout. Ouais. Voilà. Mais il me disait, il faut manger des légumes, plus des légumes, déjà. Oui. Et voilà, ça s'arrêtait là. Et pas d'accompagnement, pas derrière. C'est peut-être ça le problème, le manque d'accompagnement? On va dire que on n'a pas été éduqué à manger proprement. C'est ça le gros problème. C'est ça. Depuis petit, les premières choses qu'on fait, c'est le goûter. C'est quoi? C'est biscuits, des produits très transformés, hyper riches en sucre, en gras.
Et justement, les personnes ne sont pas éduquées. Tu as l'article là, de Toté dans Tahiti Pacifique de février 97, j'en parlais tout à l'heure. Le titre, c'est « Les Polynésiens victimes de la bouffe moderne ». C'est tout à fait ça. On n'est pas éduqué à savoir quoi manger et en quelle quantité. Et pourtant, dans la société polynésienne, et tu l'écris aussi dans cet article hein, qui est assez clair, la société polynésienne avait plutôt tendance à avoir une alimentation extrêmement saine. Oui, parce que seulement c'était un peu comme en Europe, au niveau du monde paysan, donc ils mangeaient de façon saine. Moi, j'ai mes cousins, maintenant, donc deuxième génération, à la campagne, en Auvergne, ils sont tous obèses. Hein. Oui. Parce que d'abord, pourquoi ? Parce que quand on allait au champ, on allait à pied, ou donc régulièrement. Maintenant, ils ont le tracteur. Et le tracteur, ils ont même, j'ai un de mes cousins, il a mis le garage carrément côté de la maison pour pas, quand ils sont le tracteur, il est directement de la maison. Conclusion, ils sont obèses. Et en plus ça, ils sont fragiles. Et donc, l'hiver, il fait moins 10 dehors et puis 25 dans le 4 heures, donc ils ont les angines. L'été, pareil, donc ça devient des colosses aux pieds d'argile. Ouais. C'est ça qu'on peut dire. Voilà, je te rejoins parce que Jean-Louis, parce que je suis né ici et j'ai passé mon enfance entre Talavao et Toahutu et je n'ai pas dans mon souvenir d'enfant autant de personnes obèses autour de moi. C'est-à-dire, je n'avais pas ce souvenir-là. Et quand je suis revenu en Polynésie, j'ai été, on va dire, mon attention a été tout de suite appelée par le changement des Polynésiens. Et quand je retourne régulièrement à Toahutu, ce que j'appelle ma famille adoptive, ils restent relativement minces. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de ce monde rural où on fait du fa'apu, où on mange les produits qu'il y a sur la propriété, où on va à la pêche, etc. Un mode de vie, ce que je pourrais qualifier peut-être d'un peu plus traditionnel, et un peu moins, Adolphe a parlé de nourriture transformée. Je pense que ça joue quand même dans non seulement les habitudes alimentaires, mais de ce que tu ingères, de ce que tu manges. Surtout, on l'a à disposition 24 heures sur 24, hein, si on veut trouver un sandwich, une boîte quelconque, on peut trouver de toute façon un magasin qui va nous le vendre. Donc finalement, on n'a pas besoin d'aller chercher sa nourriture. Déjà, il y a la livraison à domicile. Hein. En plus, on se facilite de plus en plus la vie. C'est la modernisation de la société qui va de pair, comme on l'a dit, partout dans le monde. Qui implique ce genre de choses. Mais on perd finalement des traditions qui étaient importantes. Oui, parce qu'il y a des traditions donc rurales, donc l'abondance, il n'y en avait pas. Non. La disponibilité, il n'y en a pas. Alors que les produits transformés, abondance et disponibilité, c'est les deux mamelles du commerce. Tu as raison, parce qu'il y a toujours des saisons. Oui. Et donc, effectivement, il y a des périodes où les gens avaient moins à manger très nettement. Tu as totalement raison. Oui, maintenant on a l'opulence en plus. Donc, abondance et disponibilité, c'est le problème. Ouais. Déjà, sur les pommes, hein. Il y a des pommes importées toute l'année. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais les pommes, c'est quand même un produit intéressant. Bon mais on a d'autres fruits à notre disposition qui ont plus de vitamines. La papaye a plus de vitamine C que l'orange. Et encore, je dirais que les pommes, c'est un moindre mal, parce que c'est mieux qu'une pâte à tartiner. Oui, c'est sûr. Et je ne cite pas de marque. Oui. Merci. Mais du coup, on parlait des parents, tu sais, tout à l'heure au thé ensemble. Oui. Et finalement, eux ne l'ont pas non plus appris, parce que tu dis, nous, jeunes, on l'a pas appris. Tes parents ou tes parents l'ont peut-être pas appris non plus. Ils l'ont pas appris. Hein. Tout ça date finalement à peu près de 1960, c'est l'arrivée de l'aéroport de Polynésie et l'arrivée du CEP. D'accord. Il y a eu un changement brutal et l'émergence du salariat aussi. Qui va avec, C'est les années 60 qui ont été le grand virage brutal. Alors qu'on a mis plusieurs centaines d'années en Europe pour faire ce virage, ici ça s'est pris en dizaines d'années. Oui, donc ça a été très rapide. Très rapide. Et là, violent. Et là, je rejoins Jean-Louis là aussi. Mais c'est vrai pour tous les phénomènes. Il y a des sociétés qui passent de très jeunes à très vieilles très rapidement, ce que l'Europe a connu sur des siècles. Et là, la problématique, c'est la brutalité des changements en peu de temps. Et ça, c'est vrai pour toutes les sociétés du Pacifique. On en parlait tout à l'heure avant cette émission avec Jean-Louis, et avec Oteil et Adolphe. Toutes les sociétés du Pacifique connaissent un peu cette évolution. Les taux d'obésité à Tonga, à Samoa, etc. sont plus impressionnants encore que en Polynésie française. Il y a un mot, ça s'appelle la transition alimentaire qui s'est mal passée. Qui s'est très mal passée. Et alors, cette transition alimentaire, c'est la même si on est sur Tahiti ou si on est dans les îles. Mais justement, on a travaillé avec le professeur Devailly, malheureusement, qui nous a quittés. Hein, il a été un éboulement à l'île de la Réunion. Hein, et il a été tué par un éboulement. Et c'est avec lui qu'on a travaillé. Donc, il venait du Canada.
pour voir en milieu rural. Et on voyait qu'à l'époque, justement, il y a une vingtaine d'années, il y avait une différence entre les Australes et Papeete. Donc entre le milieu rural et le milieu urbain. Et maintenant, il n'y a plus de différence. C'est partout pareil. Partout pareil. Les marquises sont pareil aussi maintenant. Touchées que... Pareil, aussi touchés, malheureusement. Et pourtant, eux, ils sont encore plus rurales que les Australes, puisque il y a les vallées, il faut marcher, il faut donc faire naviguer, et donc ils sont encore plus terre à terre. Mais pour revenir aux Australes, je suivais une famille, donc le petit-fils et le fils, obèses, et accompagnés par la grand-mère qui était mince. On expliquait, ils mangeaient presque la même chose, etc. Jusqu'au jour où je suis allé donc à Rurutu, et donc j'étais logé dans la famille. La mamie, elle partait à lever du soleil avec la brouette, etc., à pied. Et 1h30 après, le fils et le petit-fils, ils partaient avec le 4x4 climatisé. Donc, il n'y avait pas photo. Hein. Donc, mangez moins et bougez plus. Ça, c'est les slogans. Ouais. C'est triste d'entendre ça. Hein. C'est triste d'entendre ça, ouais. Mais après, ils ont changé. Donc, ils ont compris. Mais c'est peut-être ce qui permet aussi d'avoir une prise de conscience à un moment, c'est de se dire on a eu ces bonnes habitudes, on les a perdues. Pour plein de raisons dont on vient de parler. Mais... On parle d'habitudes, et c'est très bien, d'habitudes familiales, mais il y a aussi d'autres habitudes collectives. Et aujourd'hui, il y a quand même une réflexion qui est menée sur ce qu'on donne aux enfants dans une cantine. À la cantine, c'est aussi un lieu d'alimentation. D'apprentissage. Un lieu d'apprentissage où on peut apprendre les bons réflexes. Et là aussi, pour ça qu'on parle de politique qui doit être une politique globale, c'est-à-dire effectivement le pays, mais aussi les communes. C'est-à-dire il faut que tout le monde, le monde associatif, les jeunes, on a deux beaux exemples ici, c'est-à-dire qu'il faut faire participer les jeunes à cette politique. Est-ce que la population, globale. C'est la question qui me vient, mais est-ce que la population n'a pas aussi sa responsabilité dans le sens où là, on a dit c'est l'arrivée du CEP, donc on pourrait avoir tendance à dire c'est le monde moderne qui arrive et qui change notre société polynésienne qui fonctionnait très bien, etc. Mais finalement, la population aussi a sa responsabilité dans ces changements. Oui, c'est sûr, hein. Sur certains, la population. On peut pas pointer du doigt que forcément l'extérieur. Évidemment, c'est la population, c'est déjà c'est lui qui s'il a besoin de manger, il va chercher au magasin. C'est lui, hein. Oui. Ouais, c'est personne qui va lui dire tu ne vas pas acheter ça. Hein. Je rappelle aussi que y a des sociétés qui n'ont pas connu le CEP et qui grossissent aussi. Hein. Donc c'est la preuve que les phénomènes sont plus larges et dépassent le simple contexte polynésien. Ouais. Tu voulais intervenir? Mais après, on est tous responsables de ce qu'on mange. Donc, si on grossit, c'est de notre faute. Donc, il n'y a personne qui est venu te mettre dans la bouche. C'est plus facile de dire c'est de la faute. Oui, bien sûr. C'est mieux de regarder ailleurs. On va y venir. Donc, on mange ce qu'on achète. Ouais. Bon, il faut savoir déjà que dans les supermarchés, les produits un peu gras, qu'on a vu tout à l'heure, donc hyper transformés, ils ne sont pas à la hauteur des enfants. Au niveau des rayons. Ouais. Vous arrivez à la caisse. C'est à la hauteur des Et vous allez dans un magasin de bricolage, il y a aussi ces produits, les bonbons, les glaces, etc. Donc ça veut dire que la législation n'est pas appliquée. Ouais. Donc on en verra tout à l'heure. Je pense que là, c'est vrai que c'est un problème personnel, familial, mais c'est un problème collectif et de la société et des pouvoirs politiques. Mais on peut le voir aussi, la lutte. Tu évoques ce problème, Jean-Louis, mais ça peut être aussi réglementaire, comme tu viens de l'évoquer. Hein. Ça peut être une fiscalité, on l'évoquait aussi tout à l'heure. C'est un des points du rapport. Mais au-delà de la fiscalité, il peut y avoir la réglementation des produits, dire tel produit, ça peut pas avoir une teneur en sucre supérieure à tant, etc. Et on réduit collectivement, par choix, la teneur en sucre de certains produits, et ça permettra quand même peut-être d'obtenir des résultats. On ne dit pas il faut une fiscalité à tout prix sur les produits sucrés ou l'augmenter ou tout ça. On dit que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il y a la partie fiscale, mais il y a aussi la partie réglementation. On peut réglementer les apports en sucre. Ça a l'air d'être très difficile parce que ça voudrait dire pour les grandes enseignes locales peut-être une perte de chiffre d'affaires. Peut-être, là je ne suis pas économiste, il faudrait le voir, mais moi je raisonne pas en termes de chiffre d'affaires, je suis un peu désolé. Je suis tout à fait d'accord, mais je veux dire dans la logique du pays aussi. Sur 2 points. Je raisonne sur le coût humain. Oui. Aujourd'hui, il y a un coût humain, on l'a dit, le l'a dit. Là, le coût humain est social. Le coût pour les finances publiques,
c'est-à-dire pour la CPS. Et la CPS, ce sont des cotisations des entreprises, des travailleurs, etc. Donc, ce coût-là, quand même, il est énorme. On pourrait essayer de le chiffrer plus précisément, mais on a donné tout à l'heure des ordres de grandeur, une idée. Donc après, la relation avec le secteur privé, ça, ce n'est pas à moi de le voir, mais pour nous, il y a quand même un gros problème. Le problème, c'est les individus et le coût social de ce problème. On va pas revenir et rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc. Il n'y a pas que le sucre. Hein. Moi, je m'occupe du sucre. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, c'est des produits transformés. Il y a beaucoup de gras. Et même, on autorise encore des produits dangereux. Hein. Et les PPN, et surtout certains huiles, font partie de PPN. L'huile de palme, elle est interdite. Et on utilise toujours l'huile de palme, elle est toujours autorisée. Bon, par contre, pour revenir aux grandes surfaces et au privé, moi, j'étais un des premiers à mettre les codes barres, hein, donc vert, jaune, etc. Donc, de façon en avance, parce que je travaillais avec les médecines à l'époque, et ici j'avais un apport favorable de la part des grandes surfaces. Ils étaient d'accord, parce qu'en définitive, plus on va monter dans les prix, donc il y a une valeur ajoutée importante. Et surtout que leur avais parlé aussi que j'étais pas d'accord qu'on vende de la mayonnaise, mettons, en gallon de 3 litres, hein, c'est interdit. Mais eux, si on leur dit de plus vendre le gallon en 3 litres, ils vont faire des petits pots. Et en effet, de faire plusieurs petits pots, ça leur rapportera plus d'argent qu'un seul gallon. Tu as raison, Jean-Louis. Exactement. Donc le problème de diminuer, comme l'huile en bidon de 5 litres, si on fait des bidons de 1 litre, donc ils sont gagnants-gagnants. Mais il faut qu'on les amène à faire ça. Et ils sont, à mon avis, ils sont partisans. C'est une problématique effectivement économique. De quoi ? Les écologistes vont pas être contents. Non, c'est ça. Mais Jean-Louis met aussi l'accent là dans sa réponse sur un autre problème. Qui est connexe. La Chambre vient de travailler sur la pauvreté. Et il y a quand même aussi en partie un lien entre pauvreté, malbouffe. Mais complètement. Mais complètement. C'est un tout. Quand on a préparé l'émission, Adolphe m'a dit, bien manger, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Je suis d'accord et pas d'accord. Dis-nous tout alors. Parce que quand t'as pas de revenus, tu dois te serrer la ceinture, t'as une diète à tenir, il y a des moyens pour manger bien, correctement, sans trop dépenser, avec les moyens que tu as, et de garder une diète qui est à peu près correcte. Je dis pas qu'elle est 100% correcte. Tu peux bien manger correctement en gardant tes apports, en ne payant pas forcément le prix fort, mais il y a moyen. Je l'ai fait, j'ai réussi. Alors comment tu as fait? Mais donne-nous mon truc. Moi, mon secret, j'y suis dans la muscu. Donc tous mes plats sont pesés, et justement je vais sur des produits de base. Riz, poulet, c'est tout. Riz, poulet pendant 1 mois. Mais c'est que ça pendant 1 mois. Et tu réussis quand même à tenir là, il faut une force quand même psychologique. C'est psychologique. Mais dans la musculation, quand on apprend à manger, on cherche plus trop à avoir le goût, mais on cherche à avoir notre apport de la journée. Le rapport à la nourriture est différent. On mange plus trop par plaisir, mais parce qu'on doit manger. Là, c'est différent. En fait, dans ta perte de poids, parce qu'on va revenir un petit peu aussi sur vos parcours, dans ta perte de poids, tu as eu ce déclic de dire j'ai toujours eu finalement un rapport plaisir extrême peut-être avec la nourriture, et aujourd'hui je vais voir la nourriture différemment. C'est ça. Ça fait partie de ça. Moi, je suis parti sur un rééquilibrage alimentaire. J'ai réappris à manger. Manger bien avec du goût, c'est possible. On peut se faire plaisir en mangeant bien, en mangeant propre. C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est à nous à travailler. Qu'est-ce qu'on aime faire en fonction de ce que tu aimes, mais pas en fonction de on m'a dit que machin. C'est tout par rapport à toi, ce que tu fais par rapport à ton goût, ton palais, et être suivi par rapport à un suivi nutritionnel où tu es pesé. C'est là que tu vois l'effort à faire, et sur la nutrition, c'est 70% pour plus que le sport encore. Le sport à côté, non, mais le gros du travail, c'est sur la nourriture. Le sport, c'est en complément. Mais ça, je suis d'accord, quand tu es tout seul, moi je fais aussi de la compétition de body. Maintenant? Donc, oui, maintenant, mais avec lui, on avait commencé l'année dernière, je crois, c'est ça? Ouais. Et oui, quand tu es tout seul, tu peux le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Et quand tu as des enfants, là, c'est plus compliqué. Hein. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, le problème, il y avait un grand chef cuisinier qui venait justement au lycée hôtelier l'année dernière, et dit, vous, les Polynésiens, vous mangez n'importe quoi, et revenez au temps ancien, mangez ce que vous voyez, ce que vous avez fait cuisiner. Ce qu'il y a dans le jardin. Oui, et quand on cuisine son propre c'est pas pareil. Comme il dit, il a choisi son poulet, son riz, et c'est lui qui choisit.
et non pas imposé par justement par l'industrie ou par justement les grandes surfaces. Adolphe, est-ce que toi tu peux nous parler de ton déclic et ce qui t'a fait basculer justement de ces 200 kilos? Donc t'as dit que tu avais eu la goutte. J'ai eu la goutte, oui. Du coup t'as perdu du poids. Ça m'a flingué en fait la tête. J'étais allongé là sur le lit, j'ai réfléchi mais comment je vais faire? Je crois que j'avais 28 ans. Ouais. 28 ans. Parce que on le disait tout à l'heure, la dimension psychologique, quand tu atteins 200 kilos, tu devais pas être très bien non plus. C'est plus la goutte qui m'a fait réfléchir, ouais. Mais au quotidien, psychologiquement, ça allait? Ouais, ça allait. La santé mentale était... en réfléchissant aujourd'hui, j'étais peut-être dans le déni. Ouais. J'avais des œillets, je me disais, le docteur me dit, je suis en bonne santé, allez, vas-y, on continue, quoi. En fait, non, c'est ce qui va se passer dans 20, 30 ans. Je vais peut-être avoir une crise cardiaque et là, je vais pas voir mes petits bébés grandir, quoi. C'est ça, en fait, qui m'a fait jouer. Et du coup, la goutte, tu perds déjà du poids? Il y avait la goutte qui m'a fait perdre du poids. Après, j'ai perdu 50 kilos en 5 mois. C'est énorme. C'est dangereux même, non? C'est très dangereux, hein. Je t'avoue. Après ça, j'ai fait une grosse dépression. D'accord. Les 50 kilos, j'ai repris. Et ensuite, j'ai recommencé encore en 2019. Et petit à petit, là, j'ai appris en fait de ce que j'ai eu auparavant. J'ai descendu tout doucement. J'ai appris à remanger. C'est pareil comme Tay, finalement, tu t'es dit, je vais voir la nourriture différemment. Exactement. Parce que finalement, c'est un trouble du comportement alimentaire quand même qui nous amène à l'obésité. Oui, mais en plus ça, si on a disponibilité, comme on a dit, abondance et disponibilité, c'est fichu. Et tous les deux ont bien dit, ils ont choisi leur alimentation. Il y a un choix. Il n'y a pas que le choix de maigrir, il y a le choix aussi d'être en bonne santé et de récupérer les muscles que j'ai perdus. Ouais. Abondance, disponibilité, je suis totalement d'accord Jean-Louis, et éducation. Et éducation, comme on a dit en début d'émission. Vous êtes tous les deux rééduqués, finalement. C'est ça. C'est ça. Mais par vous-même. Exactement. Vous êtes allé voir un coach? Non, moi je suis parti coach. Moi je suis parti coach, je me suis fait aider et c'est ça qui m'a fait réapprendre à manger proprement. Et après, je pense que c'est un travail derrière par rapport à une nutrition qui est fait par rapport à peu importe la personne, hein, par rapport à ton domaine. C'est on te donne un plan nutritionnel, c'est pas forcément tiens, fais. Non, on te donne le tiens, fais, mais réfléchis pourquoi je te donne ton plan nutritionnel et en fait, l'idée c'est de comprendre ce que tu manges. Moi, je suis parti comme ça. Je préfère comprendre pour apprendre. Donc, j'apprends de ça. J'ai appris comment mieux me nourrir justement et trouver des substituts. Si t'en as marre du riz, tu manges des pommes de terre, patates douces, des pâtes. Alors on évite de les frire les pommes de terre parce que sinon ça c'est ça. Mais un produit, moins il est transformé, modifié, mieux c'est. Oui. Donc plus c'est simple dans l'assiette finalement. C'est ça. Bien que 200 grammes de frites égale 200 grammes de riz. Ah ouais? Ah ouais? Mais 200 grammes de frites, le même rapport je crois. Non, le roux, la patate douce, c'est mieux. Beaucoup mieux en indice. Oui, parce que là, on tombe à 200 calories. Voilà. Et sinon, on est à 760 calories. Ah ouais. Donc et après, la cuisson. Souvent, les diététiciennes parlent justement de pas manger ça. Et moi, j'insiste surtout pour la cuisson. À partir du moment où le polynésien est mangé à la vapeur, tonopopé, et donc c'est une meilleure solution. Moi, quand je suis arrivé ici dans les années 80, il n'y a pas de poêle Tefal, il n'y a pas d'huile. Donc, cette histoire d'huile et de manger tout à l'huile, c'est très récent. Ça remonte à une quarantaine d'années. Pourquoi? Parce que le polynésien a l'habitude de soit manger grillé, soit manger à la vapeur, ou soit, donc c'est tonopopé, ou alors, nous on appelle ça donc le courbouillon, soit ils faisaient bouillir les têtes de poisson, etc. Donc ils avaient une cuisson aussi qui était adéquate. Alors actuellement, on va manger des produits transformés, certes, mais la façon dont on les cuit, c'est on rajoute du gras sur des problématiques déjà existantes, quoi. Et donc acheter un cuit-vapeur, par exemple, ce serait une bonne idée pour le mettre dans la cuisine et se dire... Je vais faire le et moins cher, donc à la chinoise, donc on peut cuire la vapeur avec des étages. Donc c'est pas très cher parce qu'il y a les air fryers maintenant qui sont à la mode. Pourquoi pas? Ça marche ça, le air fryer? Ça dure pas très longtemps. Parce qu'ils cherchent à nouveau. C'est ça le problème, vous parlez du goût. Ils recherchent du goût. Et pour revenir au goût, le problème c'est que on salait avant la nourriture, c'était avec l'eau de mer, les Polynésiens. Là, justement, la punition extrême dans un village, c'était d'aller chercher l'eau de mer avec une pirogue à l'eau de la passe. Alors déjà la passe. Quand il fait mauvais temps avec une pirogue et avec des calebasses, c'est sûr que sans arrêt. C'est sûr, hein. Et donc c'était donc on salait avec l'eau de mer.
Maintenant, on sale avec du sel de cuisine, pourquoi pas, mais on a rajouté des cochonneries qui n'existaient pas. Je dis bien cochonneries, j'insiste pas sur le mot, qui ont été importées, qui sont le soyou, la sauce Maggi, et des choses qui sont que du sel. Oui, et qui te donnent l'impression que t'as du goût, c'est du sel. Bon, c'est vrai que le soyou au niveau, donc avant, au niveau des Chinois, on mettait 1 ou 2 gouttes maintenant c'est des produits chimiques, hein. On met carrément le flacon. C'est la question des quantités aussi. C'est pas quantité et la qualité. Donc on n'a pas besoin. Donc pareil, dans les jardins polynésiens comme les jardins en métropole, il y avait des plantes médicinales, des plantes aromatiques. Aux Australes et aux Marquises. Je reviens sur les quantités parce que c'est vrai que si on va aux roulottes, on voit quand même qu'on a des plats qui sont. Oui. C'est le château, hein. Ah oui, château, hein. On est bien servi, quoi. En plus des modalités, je pense que dans le témoignage que nous ont livré Adolphe et Auteuil, c'est derrière la notion de déclic que j'ai entendu. Ouais, et c'est vrai, ce déclic peut venir pour différentes raisons. Estime de soi, problème de santé. Oui. Il peut y avoir différentes raisons qui expliquent ce déclic, mais il faut que l'individu entre dans ce parcours, qui est un parcours difficile. Hein. Il faut qu'il entre avec la volonté de faire ce parcours, parce que c'est pas simple de se dire je vais me reprendre en main. C'est très difficile. Et tout ça aussi sans stigmatiser ceux qui ne font pas ce parcours, parce que il peut avoir 50 raisons de ne pas rentrer dans ce parcours, des problèmes personnels, etc. Même quand on a des maladies chroniques, justement liées à l'obésité, il peut y avoir 50 raisons de ne pas être dans ce parcours. Et donc, on le dit un peu dans le rapport, mais on fait un constat, mais on voudrait pas que ça aboutisse à une stigmatisation. Ça, faut être très clair. Pas de jugement de moral ou de valeur là-dessus. On sait très bien que c'est pas simple, surtout si on parlait tout à l'heure. Tout le monde le ferait. Voilà. Hein, et tout à l'heure, on parlait d'éducation, on parlait d'apprentissage, etc. Bon, mais quelqu'un qui a été confronté à ce manque d'éducation, ce non-apprentissage pendant 20 ans, et d'un seul coup, quelle est la bonne fée qui ferait que ça se transforme? Il y a le déclic voilà. Ouais. Et après, les deux témoins en plus qu'on a sur le plateau, ils sont encore relativement jeunes. Oui, ils sont seuls, pas de famille, comme on le disait. C'est aussi un parcours qui est un petit peu. Vous êtes tourné vers le sport. Oui. Est-ce que ça a eu un coup d'ailleurs le sport pour vous? Pas vraiment. Vous y êtes mis, oui. Bah, oui, seulement pendant les compétitions là, ça a un coup, mais. Ouais. Mais si tu on pourrait dire, moi j'ai pas les moyens de me prendre un coach par exemple, c'est aussi compliqué. Alors moi j'ai fait sans coach, j'ai pas eu nutritionniste pas derrière. Aujourd'hui tu as un outil incroyable qui s'appelle ChatGPT que tout le monde utilise, hein. Même toi je crois. Tout à fait. Voilà. Et tu demandes à ChatGPT comment il faut faire. Voilà, tu lui demandes, vas-y, mets-toi. ChatGPT, c'est pas forcément la référence. C'est à la personne. Sur Internet, je pense qu'on peut trouver d'autres références. Oui, il y a des alternatives, mais il faut pas oublier que c'est toi qui reste maître. Et puis on en a un sur le plateau quand même, Jean-Louis. Il y a les totés pour t'accompagner. Il y a les médecins, bien sûr. Oui, mais et surtout, pour revenir à la disponibilité des aliments. Oui. Le Covid a eu un bon côté. Les personnes ont commencé à faire leur petit jardin personnel. Oui. Les SDF de Papeete, avec la mairie de Papeete, on avait organisé donc à Tipperary un jardin, et ils voulaient plus partir après, parce qu'ils mangeaient des choses saines qu'ils avaient plantées eux-mêmes, et ça pousse vite, haricots verts, aubergines, et ce sont des produits à haute densité, donc de vitamines en particulier. Donc il faut aussi que les gens soient responsables et puissent avoir accès facilement à la nourriture. Là, c'est aussi une question de volonté finalement. Mais je reviendrai aussi sur la responsabilité publique de toutes ces questions là qu'on aborde. On l'a dit au tout début, il n'y a pas vraiment d'accompagnement, c'est-à-dire que il y a eu des campagnes. Il y a eu des plans d'action qui ont été mis en place, mais on a l'impression qu'en fait, sur la durée, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous, par exemple, ça vous a marqué dans votre parcours d'entendre manger, bouger, etc. Est-ce que ça a été des moteurs? Pas du tout. Alors, ça vous atteint pas? Bon. Pour ma part, à l'époque, il y avait un programme qui s'appelait accompagnement. C'était dans la commune, dans ma commune où j'habitais. Il y avait une association qui, grâce avec le contrat de ville, ils mettaient à disposition en fait des coachs et des ateliers pour faire pour bouger, réapprentissage alimentaire. C'était extra. Franchement, c'était c'est idéal. Ça fonctionnait, hein. Oui, ça fonctionnait. Mais une fois que c'est terminé,
C'est livré à toi-même. C'est le problème. Hein. Donc moi j'ai participé avec la PAPT, un programme e-waste pour les femmes donc obèses à domicile et donc qui avaient des difficultés financières. Dans les maisons de quartier, on est intervenu, comme tu dis, pendant une année scolaire. Et puis après, il n'y a plus de chemin. Ça s'essouffle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors plus rien, non pas de la part de la commune, mais il y a une perte de motivité. Il n'y a pas tous les financements non plus aussi pour accompagner. Au niveau des communes, il y avait des financements, mais par exemple, au niveau des maisons de quartier, je pense en particulier donc au niveau de la mission en haut, on avait fait des jardins collectifs, mais c'est des gens de l'extérieur qui venaient prendre les légumes, etc. Alors c'était un peu décevant. Pour revenir aussi, donc là, les communes, elles s'investissent. Le territoire s'investit quand même parce qu'ils ont subventionné quand même le centre Aura, enfin Perru, qui prend en charge quand même, et ça coûte cher donc à la collectivité, mais c'est quand même restreint. Pour revenir aussi aux communes, il faut savoir que les communes de la presqu'île ont fait planter des ourous donc à Taha, et donc dans quelques années, les enfants des communes de la presqu'île auront du ourou à volonté. Donc là, on est vraiment sur les pouvoirs de proximité, sur les communes. Voilà. D'où l'intérêt qu'il y ait une coopération globale. Voilà. Le pays initie un certain nombre de politiques, et d'ailleurs on dit dans le rapport qu'il y a de l'argent, entre guillemets, qui est consacré à cette cause, parce qu'il faut parler de cause, hein, c'est une cause noble, lutter contre le surpoids, il y va de la santé des Polynésiens, il y a le pays, mais il faut aussi que les communes, Jean-Louis a cité des exemples, c'est une politique globale, et pour rejoindre ta remarque, il faut que ce soit une politique globale et sur le long terme. Oui. C'est-à-dire une politique, si ça fait 4 ans ou 5 ans, et puis qu'après il y a une remise en cause de cette politique pour différentes raisons, hein, elle perd en son efficacité. Tout à l'heure, tu évoquais quelques exemples sur des politiques qui n'avaient pas été continuées ou autres. C'est, à mon avis, une politique publique, pour qu'elle marche, il faut que ce soit global, c'est-à-dire que tout le monde aille dans le même sens, et en plus sur un relatif long terme, pour qu'on sente et on voit les effets produits. Est-ce qu'une campagne d'affichage qui donne une forme d'injonction de dire faut manger mieux, ça a un impact ou pas sur les patients? Oui, parce qu'on a parlé des complications. Donc là, la première complication, c'est la goutte. La deuxième complication, c'est l'hypertension artérielle. Et la troisième complication, c'est le diabète. Quand je suis allé dans les années 80 comme VAT à l'hôpital Mamao, j'avais 1% de diabétiques et 6 hémodialysés. Maintenant, on a 25% de diabétiques et 750 hémodialysés. Et le changement, c'est bien l'alimentation et sûrement le mode de vie. Mais du coup, les campagnes qu'on fait, elles ne changent rien. Donc, ça n'a pas eu un effet parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation. Hein, quand on monte une campagne, on regarde quelle est la cible, on effectue la campagne et après on fait une évaluation. Oui, et il n'y a jamais d'évaluation. Et comme disait Jean-Luc, des fois il y a un changement de gouvernement, changement de ministre, et donc ce qui a été fait avant, c'est pas bien, donc on recommence à zéro. Donc ça serait dans la continuité que ça serait bien de faire des campagnes de sensibilisation. Et je suis d'accord avec toi, Jean-Louis, et évaluer après les politiques. Est-ce que ça a eu un effet? Est-ce qu'on a plus ou moins de personnes obèses? Est-ce qu'on a plus ou moins de dialysés, etc. Et on mesure l'effet de cette politique. Dans le rapport, hein, vous aviez recommandé de faire une étude sur d'avoir des nouveaux chiffres finalement. Oui, parce que en plus 2025. on connaît, en fait, connaître, je dis toujours, connaître, c'est combattre. C'est-à-dire que on ne peut combattre un phénomène que si on en connaît toutes les conséquences. Elle a été faite cette étude pour avoir les nouveaux chiffres? Elle est en cours. Il y a une étude sur la santé des Polynésiens. Je pense que c'est un vrai progrès parce que on ne combat bien que ce qu'on connaît bien. Sinon, on tape dans le vide. Par contre, on a fait des choses innovantes. Hein. Moi, j'ai travaillé longtemps comme conseiller à l'OMS à Genève, hein, donc j'ai fait partie du rapport. Et donc ici, quand j'ai présenté, pourquoi j'ai été admis? Parce que d'abord, je vais venir, suite à cet article, le directeur général de l'OMS est venu en 96, en plein reprise d'essais nucléaires, il faut le faire, monsieur Hiro Nakajima. Et donc, j'ai pu mettre en place ici le petit déjeuner, des repas équilibrés, mais le problème, il n'y a pas eu après d'évaluation. Mais parce que on était les leaders, hein, donc il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. Les politiques n'ont rien fait, on a fait des belles choses et des grandes choses, mais il n'y a pas eu de continuité. C'est toute la problématique, c'est ce que je soulevais. Qu'est-ce qu'en tant que Polynésien, en tant que citoyen, on peut attendre des pouvoirs publics face à cette problématique? Ouais. Je dirais pas plus de prévention, parce que quand on fait la prévention sur la cigarette, est-ce que ça arrête les gens? Je crois pas. C'est un peu la nature humaine, hein, d'aller quand on dit fais pas ça, de se dire et puis je vais quand même y aller un petit peu. Oui, et puis la réponse qu'il y a eu autour de cette table, qui était la bonne, c'est que oui, les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, mais les individus aussi ont leur rôle à jouer. Et il faut se prendre en main des fois. C'est ce qu'on fait
nos deux jeunes hommes. Oui, mais on peut nous attendre en tant que citoyens aussi un accompagnement qui bien sûr. Oui, peut-être pas encore assez présent. Et un partenaire qu'on a oublié. Et un partenaire qu'on a oublié, les églises. Oui. C'est important parce que justement, il délivre un message d'humanité, etc. Et donc, moi, je me sers souvent avec les églises pour faire passer les messages. C'est vrai que l'église peut avoir aussi un oui, parce que c'est un lieu de rassemblement. Donc, chez les protestants, le samedi, il y a l'école du dimanche. Et chez les catholiques, donc dans toutes les communautés religieuses, c'est eux qu'on devrait les favoriser et avoir des messages de santé publique. Finalement, dans cette campagne. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, que tu aurais pu attendre de la part du pays? Peut-être une modification des VPN, de la liste des VPN. Ouais. Par exemple, là, je consomme des flocons d'avoine qui est incroyable, qui me permet de tenir du petit déjeuner jusqu'au déjeuner. Sans fringale. Sans fringale. Il n'est pas en liste de VPN, c'est dommage. Hein. Oui. C'est en fait repenser ce qu'on peut mettre à la disposition des Polynésiens de manière plus simple. Les PPN, c'est vrai qu'on a le Puno Puatro, par exemple, qui est en PPN, c'est peut-être pas essentiel. Surtout que les PPN, moi, mon reproche, les PPN. C'est moi qui ai mis en place, entre guillemets, après le cyclone Vena en 83. Mais pour moi, les PPN, c'était les dentifrices, les couches culottes, etc. Les produits de première nécessité. De base. Et pour revenir à toi, les produits de nécessité, c'est pas le Puno Puatro. C'est plutôt des flocons d'avoine, c'est des choses intéressantes. Donc, repenser cette liste des PPN. Voilà. Otey, tu as peut-être des idées aussi? Ouais, je suis complètement d'accord pour la liste des PPN. On parle du Puatro parce que c'est super gras, mais si tu compares bien à poids égal entre un Puno Puatro et 1 kilo de bœuf, tu te rends compte que le bœuf est moins cher que le Puno Puatro. Ah oui? Ah oui, c'est moins cher. Mais il y a la différence, c'est flagrant. Calculs, en fait. Et surtout que si tu fais chauffer à poids égal. Si tu fais chauffer ton Puno Puatro, comme pour faire du lait de coco, tu vois, toute la graisse va partir et il va te rester une petite... C'est ça. Toute petite portion de viande. Du coup, autant mieux tu prends une barre de... Ils vendent de la graisse, voilà. Et donc, c'est toujours pareil, des produits transformés et plein de gras. Ouais. On revient à ce que tu avais dit tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres idées que le PPN, du coup? C'est un très bon exemple qu'il a... Mais les PPN, moi, je sais pas, pour les pouvoirs publics, je pense qu'ils devraient plus favoriser les accès au plateau sportif, ce qui se fait, qui commence à venir, les plateaux sportifs, l'accessibilité à tout le monde pour à faire du sport, promouvoir le sport et surtout la nutrition. C'est 70% pour une perte de poids, c'est 70% la nourriture. Le reste, c'est le sport. Mais maintenant, on parle de sport. Je suis pas tout à fait certain pour le sport, mais rien que le fait d'aller au magasin, aujourd'hui on est devenu fainéant. Le magasin, il a 50 mètres, on va prendre la voiture, on va prendre le vélo électrique. On est devenu sédentaire. Pour ici, on veut pas marcher à 50 mètres, 200 mètres, 500 mètres. Quand on va en voyage, peu importe où tu vas, les kilomètres, tu les enchaînes dans la journée à pied et tu te plains pas. Tu te plains pas du tout. Au contraire, tu es content. Mais ici, c'est fou. C'est fou. Tu c'est repenser sa mobilité. Finalement, on en parlait il y a 2 semaines sur ce plateau. Alors repenser sa mobilité. Tu te déplaces. Peu importe ce que tu fais, tu te déplaces, tu balayes tes peu à la maison. Tout ça, c'est pris comme du sport, c'est du cardio, c'est un mouvement, c'est un effort physique. Tu brûles des calories. Peu importe ce que tu fais, au travail, tu fais. Non, on est plus habitué à avoir tout de suite, sans le moindre effort. Donc, moi, je dis, bouger, déjà, c'est une victoire en soi, quoi. C'est des calories que tu brûles. Un des slogans, c'est manger, bouger. Effectivement, tu as totalement raison. Et une anecdote personnelle, quand mes enfants étaient adolescents, à partir de 14-15 ans, il y a eu une différence entre ceux qui avaient une mobilette ou un scooter et mes enfants qui continuaient à marcher. Ou à prendre le bus parce que voilà, mais à marcher. Et parce qu'à un moment donné, tu as raison, la sédentarité est un problème pour la prise de poids. Il y a l'apport de calories, on a évoqué, mais il y a de ce côté, il y a aussi l'activité physique. Et c'est la rencontre de ces deux dysfonctionnements finalement, absence d'activité et trop d'alimentation, qui entraînera ce surpoids. Il nous reste 3 minutes là avant de terminer l'émission. Sur le rapport qu'on peut consulter en ligne, ce rapport de la Cour territoriale des comptes. Donc je vous invite à aller le consulter pour comprendre de quoi on a parlé aussi ce soir. Est-ce que tu peux nous dire rapidement les recommandations qui ont été faites et dans quelle mesure elles peuvent être appliquées? La principale des recommandations, il y en a 7 au total, mais on va dire que les principales, elles ont été quand même évoquées là d'une certaine manière. C'est-à-dire travailler ensemble, que ce soit le pays, les communes, coordonner, y compris en associant les jeunes,
avoir cette étude, mais qui est en cours, pour savoir l'état santé de la population. Voilà. Et déjà, avec ces deux piliers-là, on fera de grands progrès. La fiscalité, aussi sur les produits sucrés. Bien sûr, mais la fiscalité, dans le cœur du rapport, on dit bien qu'il y a, et ça rejoint là aussi ce qu'on a dit, il y a la fiscalité, mais il y a aussi la réglementation. On n'est pas obligé d'aller tout le temps dans la fiscalité. Il peut y avoir la réglementation, c'est-à-dire on réglemente la teneur en sucre. Il y a différentes modalités. Le pays a quand même quelque chose de très positif. C'est que c'est lui qui détermine les règles du jeu. Quand vous êtes en France et que vous êtes à la tête d'une région ou d'un département, vous ne fixez pas les règles du jeu. Ici, la santé, l'économie, tout ça, c'est le pays. Donc, il a les moyens, ce qu'on appelle normatifs, c'est en gros, il fait la loi, le règlement, et donc, il peut fixer les règles. Et c'est une chance inouïe pour la Polynésie. Il peut fixer des règles adaptées à la Polynésie. Alors, je vais juste essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit ce soir. On a parlé de mieux manger, qui a la possibilité de trouver de quoi mieux manger sans forcément trop dépenser. Tu as donné quelques informations tout à l'heure. Avoir son petit fa'apu à la maison, cuisiner différemment, une cuisson qui soit plus adaptée. On l'a dit, le courbouillon, la vapeur par exemple, les grillades, ce genre de choses. Et puis repenser sa mobilité, marcher, aller vers le sport, aller vers les personnes qui sont aussi adaptées pour répondre aux questions, les TOTÉ, tous les services de santé qui sont aujourd'hui à disposition en Polynésie, puisque effectivement l'accompagnement est pas forcément évident, mais en réalité il y a des réseaux qui existent aujourd'hui sur le territoire. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, qu'on pourrait évidemment continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses, je pense que qu'on pourrait dire. Oui. Et oui. Mais en tout cas, vous êtes tous les deux des exemples que il y a aussi, et ça je l'ai pas dit, la question de la volonté, cette envie de finalement changer et d'aller vers une meilleure santé pour soi et puis pour les autres, pour son entourage. Là, c'était plus, on avait un objectif, aller faire une compétition. En plus, oui, mais voilà. Tu t'es donné un objectif et ça t'a donné la volonté. C'est ça. Donc, se donner un objectif, c'est aussi une des solutions qu'on peut vous proposer ce soir, puisque l'obésité n'est pas une fatalité. Effectivement, c'est un travail commun de toute la société. Merci encore, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles en replay sur TNTV Replay. On se retrouve dans 2 semaines, même heure, même chaîne, pour un nouveau débrief. Moi, j'ai bougé.